Nice. Et vu que tu as parlé des autres blockchains comme l'Ethereum, Solana, Avalanche, Elrond, Cosmos, toutes les blockchains d'infrastructure en fait, aujourd'hui, elles ont connu une énorme poussée, surtout dernièrement, parce que les gens se rendent compte du potentiel qu'il y a derrière. Est-ce que tu penses que l'avenir est multi-chain ou alors l'Ether va prendre 90% de l'écosystème et les autres vont ramasser ce qu'il leur reste? Bah, c'est la raison pour laquelle ces projets-là, en fait, ils arrivent à prendre de la valeur, c'est qu'en fait, Ethereum 2.0 n'est pas encore live. Et donc le problème, en Mm. fait, c'est un problème intrinsèque à Ethereum, c'est dans 6 mois, dans un an, et en fait, ça sera dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Et pourquoi en fait, c'est pas en fait une question en fait que les développeurs bossent pas. En fait, c'est que à la différence d'autres protocoles qui sont déjà proof of stake live 100%, c'est qu'en fait, Ethereum doit amener 300, 400 milliards euh, de market cap sur une nouvelle architecture. Forcément, commencer avec une architecture nouvelle, fraîche, avec des choses qui ont déjà été décrites dans isresearch.ch, qui est la plateforme de recherche sur Ethereum, le protocole des mathématiques, où il y a énormément de mathématiques fondamentales, énormément de chercheurs, énormément de gars qui viennent de la physique quantique, qui participent à l'évolution de ça. Il faut savoir que l'ensemble de la recherche majoritaire est fait sur le protocole Ethereum. Et par contre, si vous, après, vous voulez l'adopter et créer votre propre chaîne, c'est beaucoup plus facile de le faire que de bouger un protocole il y a 400 milliards ou 300 milliards ou 250 milliards sur une nouvelle version. Et c'est pour ça que ça prend énormément de temps et le risque est énorme. Quand vous voyez l'ensemble des applications qui sont développées sur Ethereum, la DeFi elle tourne sur Ethereum, forcément le risque est tellement grand qu'il faut y aller avec des pincettes. Et c'est pour ça que ça prend énormément de temps. Donc c'est pas forcément de jeter la pierre à Ethereum comme quoi ça avance pas, c'est qu'en fait les enjeux sont tellement colossaux, il faut savoir Mm. que ça pourrait aussi changer la société. Donc c'est pas juste du jour au lendemain faire une mise à jour sur GitHub et pousser le code. Voilà. Et donc, du coup, est-ce que tu penses que les autres blockchains vont rester et vont avoir leur propre rôle ou alors est-ce qu'elles sont vouées à disparaître ou... Bah, ça va dépendre en fait de plus Ethereum 2.0 va retarder, plus ces protocoles-là vont prendre des pourcentages de market cap. Donc ils vont être focalisés dans tout ce qui est euh, euh, transactions pas chères, transactions très rapides. Il faut savoir la seule raison pour laquelle ils arrivent à le faire à l'heure actuelle, c'est que la majorité de ces protocoles-là sont centralisés. C'est qu'en fait vous avez 10, 100 ou 15 validateurs et il faut savoir que la majorité des validateurs sont des grosses whales qui sont soit comme Stake Capital ou sont encore pire sa capital est très bien, hein, on distribue, hein, mais Mm. sinon vous allez sur des gars comme Binance, des gars qui sont complètement centralisés, qui ont fait déjà tuer des projets dans le passé avec Loom, des choses comme ça, qui ont complètement absorbé l'ensemble des caisses, qui n'ont rien à faire du protocole. Et en fait, après vous avez d'autres protocoles qui sont développés, hein, comme Binance, qui participent à leur propre écosystème. Et Binance, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'en fait, Binance a réussi à trouver un user interface, user experience tellement facile que ça répond à une demande. C'est-à-dire qu'en fait, qui est-ce qui va dans le monde entier, dans le monde du retail, dépenser 10 euros pour aller placer 20 euros? Donc forcément, il ne faut pas jeter la pierre à tous ces différents protocoles qui sont développés par la suite. C'est qu'en fait, Ethereum à l'heure actuelle n'arrive pas à absorber son succès, c'est-à-dire, c'est ça. Mm. Totalement. On a parlé beaucoup de DeFi, des alt, etc. Mais il y a une crypto-monnaie dont on n'a pas parlé, c'est le roi Bitcoin. Et donc, encore une fois, on va parler d'un peu de recherche qu'on a faite. En 2013, il y a un post sur Reddit qui est sorti qui avait une vision assez pessimiste. Donc, si jamais le protocole, si jamais le Bitcoin devenait le nouveau standard monétaire mondial, et qui parlait justement que ça aurait des conséquences catastrophiques. Et le post que tu as partagé d'ailleurs sur un de tes réseaux. Donc, je ne sais pas si tu t'en rappelles ou pas. Mais la vraie question, c'est C'est est-ce que lequel? tu penses C'est avec la personne qui vient du futur. exactement? I'm a time traveler. I'm from the future. I'm C'est here to ça, tell you that Bitcoin is bad. c'est ça, c'est ça. Je le partage tous Et les ans. Ouais. C'est le post sur les citadelles. d'accord. Mais C'est, du en fait, coup, il dit en fait que les gens vont commencer à accumuler tellement de puissance dans Bitcoin qu'il y aura des élites qui vont construire leur propre forteresse. Donc, ils appellent ça des citadelles. Et seulement des personnes qui ont telle wallet, telle signature pourront accéder à ces forteresses. Et en fait, des gens qui n'ont pas du tout participé à cet écosystème-là se feront mourir et pas accéder à l'ensemble de. Ouais, c'est créer une nouvelle élite. En fait, c'est remplacer l'élite actuelle de 0,1% ou de 1% qui ont accès à l'ensemble de la richesse, la remplacer par les acteurs qui ont pu arriver dans cet écosystème au tout début, quoi. il y a deux questions par rapport à ça. Est-ce que tu partages la même vision pessimiste par rapport à ça? Et si ce n'est pas le cas, quel rôle tu penses le Bitcoin aura plus tard dans notre vie? Ouais. Euh, c'est sûr que moi je pense, c'est pas un Eldorado hein, qu'on va construire. Mm. La vision de la blockchain,
façon, on s'en rend compte, c'est que moi, dans les années, en 2015, 2016, l'ensemble de Ethereum, quand on est passé dans la finance, dans Ethereum, les gens qui ont monté les profits des projets à but non lucratif, ont monté des trucs dans la blockchain avec la vision de ouais, blockchain, ça va remplacer le monde, ça va être extraordinaire, ça va être magnifique. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est la finance qui a complètement tout pris, hein. C'est la DeFi. Maintenant, même les gens qui étaient contre la finance, contre l'argent à l'époque, sont dans la DeFi. Et c'est exactement la même chose qui s'est passé sur Bitcoin. La Bitcoin a été créée par des anarchistes, des gens qui étaient contre le système, qui étaient contre l'argent. Et maintenant, les mêmes personnes qui étaient contre ont tellement de Bitcoin que maintenant, ils sont complètement de l'autre côté. Ils sont plutôt révolutionnaires, ils sont plutôt pour le système. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que là, on a un tournant sociétal. Et en fait, il va falloir faire extrêmement attention que l'ensemble des différents produits, des différentes choses qu'on crée, soient accessibles pour une majorité de personnes. Mm. Sinon, en fait, ce qu'on va faire, en fait, on va juste remplacer les 1%, remplacer les 0,1% de l'élite actuelle par nous, utilisateurs, et aussi builders de l'écosystème. Et en fait, ça peut paraître intéressant d'accumuler énormément de web pour la majorité des gens, mais en fait, ce que ça va créer, ça va juste créer des systèmes, un système fragmenté, un système de personnes qui sont extrêmement pauvres et un système de personnes qui sont extrêmement riches. Et en fait, ce que ça va faire, en fait, ça va juste en fait être à l'encontre de la vision de la blockchain, où en fait, Mm. elle devait être accessible pour tous, construite pour tous et pouvoir les distribuer partout. Et en fait, là, si on fait ça, en fait, c'est qu'il y a des gens qui vont être complètement dans des énormes inégalités. Et donc ça, c'est à regarder. Il faut absolument que les gouvernements, que les systèmes de régulation construisent des produits qui vont aller permettre de distribuer majoritairement. Après, faut pas se le cacher, c'est quand même en fait, c'est toujours une révolution industrielle. C'est-à-dire qu'en fait, dans les années, vous avez eu la révolution industrielle qui a permis en fait d'accélérer les richesses dans le monde après la Seconde Guerre mondiale avec les 30 glorieux, des choses comme ça qui ont permis de Fordisme, travailler à la chaîne, donc permet de changer en fait les façons de travailler. Ensuite, vous avez eu la révolution la révolution de la finance dans les années 80-90 où c'était le trading. Ensuite, vous avez une troisième révolution que moi j'appelle qui est arrivée après la crise des subprimes en 2009 et nous en fait qui a fait complètement changer les mentalités en Europe ou partout dans le monde. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est mis à acheter ce qu'on appelle en fait l'économie de partage. Donc l'économie de partage, c'est maintenant on n'a plus du tout honte d'acheter chez le Bon Coin. Vous avez eu Airbnb, vous avez eu Uber, des choses comme ça. En fait, ces trucs-là en fait de sharing economy, de l'économie de partage, c'est juste en fait que ça partage les profits à la même personne. Et donc là, la dernière révolution industrielle qu'on est en train de créer, c'est la révolution décentralisée. C'est en fait vous enlevez le middleman, vous enlevez le tiers de confiance, et en fait vous redistribuez ou vous devenez acteur de cet écosystème. Mais en fait, il faut faire attention que ces acteurs-là, que ce soit relativement bien distribué à l'ensemble des personnes. C'est pour ça qu'en fait, une blockchain qui est décentralisée est une blockchain qui est accessible par tous et qui permet en fait de pouvoir profiter pour tous. Donc en fait, avoir la blockchain qui tourne sur son téléphone, c'est pas juste un enjeu technologique, mais c'est aussi un enjeu sociétal.